Comment tu t'es préparé pour le processus de recrutement dans les grands cabinets d'audit? Alors je vais dire qu'il y a deux choses. La préparation sur soi et la préparation sur le vrai sujet, c'est être capable de comprendre comment est-ce que tel cabinet se distingue d'un concurrent. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode d'Open Mind Room, la série dans laquelle je rencontre des gens passionnés qui me racontent leur métier. Dans cet épisode, je rencontre Dylan Akakpo, qui est auditeur senior dans le bureau de Paris d'un Big Four. Ensemble, nous avons parlé du processus de recrutement en audit, des missions et des salaires des auditeurs. Salut Dylan. Salut Demel, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super. Ok, donc pour ceux qui viennent de découvrir cette vidéo, c'est un entretien croisé qu'on fait. Donc au cours de cette vidéo, vous aurez les réponses de mon entretien sur la chaîne de Dylan. Tout à fait. C'est ça, on se fait une petite interview croisée. Donc ma chaîne, ça va être Comptafine, donc Dylan Comptafine. Et ça va être un plaisir de pouvoir poser des questions à Demel, puisqu'il a pas mal de choses aussi intéressantes à raconter. Donc pour faire un petit teaser, on va aborder des sujets un peu divers et variés, comme déjà le contenu qu'il crée pour vous, mais aussi les activités à côté qu'il a, puisqu'il a un peu une palette large, on va dire, de ce que tu fais. Donc ça va être intéressant pour vous d'écouter aussi son interview. D'accord. Et j'ajoute que Dylan, c'est un passionné de l'audit. Donc, il a pas mal de choses à nous partager, notamment aussi son programme de coaching. Donc, je pense que ça vaut la peine de suivre l'entretien. Donc, n'hésitez pas à suivre jusqu'à la fin. Et Dylan, est-ce que tu peux brièvement parler un peu de toi, ton parcours? Ouais. Alors, moi, en quelques mots, donc j'ai 27 ans. Là, je suis en cabinet d'audit en Big Four depuis un peu plus d'1 an. Et en termes de parcours, donc, j'aime bien dire que j'ai un parcours un peu ascendant. Puisque j'ai commencé par une terminale STMG. D'accord, c'est quoi STMG? STMG, c'est Sciences, Technologies, Management. En gros, c'est une terminale où on va plus s'orienter. C'est entre un bac pro et un bac général. D'accord. En termes de ce que ça fait. En gros, tu es un peu professionnalisé. Puisque tu vas vraiment commencer à te spécialiser dans des métiers spécifiques. Donc en l'occurrence, moi j'ai choisi la branche STMG, tu as soit marketing, soit finance, etc., soit comptabilité. Donc moi j'ai choisi la branche finance-comptabilité. Et ensuite, j'ai fait un BTS CGO. D'accord, c'est quoi CGO? Donc CGO, c'est comptabilité et gestion des organisations. Donc maintenant c'est le BTS que vous connaissez un peu plus sous le nom de CG. D'accord. Mais toi, donc, je comprends que tu as fait ta formation en Côte d'Ivoire. Donc pour vous donner aussi un peu plus de contexte, c'est pas une formation qui est hyper cotée en France ici. Donc c'est vraiment entre un bac pro et un bac général. Donc c'est pour ça que j'ai un parcours un peu ascendant, puisque après ça j'ai fait une licence CCA, donc comptabilité, contrôle de gestion et audit financier, à l'IAE Gustave Eiffel à Créteil. Et ensuite une école de commerce. D'accord. Et justement, quand j'étais en licence à Gustave Eiffel, quand j'étais en école de commerce, j'étais avec des gens qui avaient fait des parcours beaucoup plus, on va dire, prestigieux, tu vois, beaucoup mieux formés, comme des prépas, des bacs S et des bacs ES. Et même en audit dans le cabinet vu qu'on est dans le même cabinet, on voit que les parcours sont beaucoup plus exigeants au niveau terminal et bac plus 2. Donc moi, ça a été aussi un sujet pour moi de me dire, ok, c'est pas parce que j'ai fait un BTS ou c'est pas parce que j'ai fait une terminale STMG que je peux pas vraiment aller où je veux aller professionnellement. D'accord. Donc du coup, si je comprends bien, après ton BTS et ta licence, tu pouvais directement commencer à travailler? Ouais, après mon BTS, ma licence, j'ai fait du coup 2 ans en école de commerce à Neoma. D'accord. En quelques mots, donc moi, quand j'ai fait mon BTS, j'étais avec une personne qui a vraiment changé ma vie, littéralement. En fait, c'était le fils de ma professeure principale qui m'avait accueilli pour un stage. À l'époque, c'était un peu en contrôle de gestion. D'accord. Et en fait, cette personne-là venait d'un cabinet top 5 et il m'a fait comprendre que j'avais aussi vu, au vu de ce qu'il avait observé quand je travaillais avec lui, que j'avais aussi les capacités pour me diriger vers les cabinets d'audit. Donc en fait, c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a fait découvrir le monde à la fois de l'audit, dans les grands cabinets, mais aussi des écoles de commerce. D'accord. Donc sans ce stage-là, sans cette personne-là, je n'aurais pas fait une école de commerce, c'est sûr. Donc c'est là où j'ai eu cette envie de faire de l'audit au début. D'accord, ok, intéressant. Et donc là, maintenant, tu as commencé l'audit depuis combien de temps aujourd'hui? En vrai, j'ai commencé plus largement les cabinets depuis longtemps. Donc j'ai commencé les cabinets quand j'étais en BTS. D'accord. Donc j'ai commencé par un cabinet comptable à Paris, un petit cabinet dans le 8e arrondissement. Et c'était à ce moment-là aussi que du coup j'ai eu envie de rejoindre des plus grands cabinets. Donc en fait, entre 2017 et 2021, où j'ai été pris en Big Four, j'ai pas arrêté
une seule année de candidater pour des Big Four. D'accord. Okay. C'est pour ça que si aussi certains voient mon CV ou mon LinkedIn, vous allez voir plein de cabinets différents, 3-4 en comptabilité et 2-3 en audit. Parce que cabinet après cabinet, j'ai vraiment essayé de grimper en termes de taille pour avoir un profil le plus pertinent possible pour les Big Four justement. D'accord. Donc tu avais toujours cet objectif en tête en fait. Ouais, complètement. Ça a été vraiment un objectif à atteindre pendant beaucoup d'années. Qui a été, c'est vraiment une période de la vie qui était, pour moi en tout cas, je sais que certains réussissent à décrocher des Big Four en one shot. Ouais. Et candidatent en licence ou en master 1 et sans difficulté ils réussissent à l'avoir, donc ça c'est aussi vrai. C'est pas difficile pour tout le monde, mais vu qu'il n'y a que 4 cabinets, c'est toi et ta chance quoi. Tu peux ne pas être contacté du tout quand tu candidates, tu peux être contacté et passer à côté de l'entretien et t'as qu'une chance finalement, donc ça peut vraiment être compliqué quoi. Donc ouais, ça a été particulièrement difficile, sachant que comme tu le sais, là je vois un petit message ciblé, les Big Four ont des process qui sont quand même exigeants. Oui. On parle d'un premier round où on va te contacter par téléphone d'une RH, ensuite on te fera venir en entretien manager, ensuite parfois tu as des études de groupe, des études de cas ou des cas en groupe, et ensuite tu as un cas partenaire. Donc en gros tu as 4 rounds, et imagine que tu candidates pour tous les Big Four, ça veut dire que ça te fait 16 rounds. Sachant qu'à côté de ça, tu es en stage, tu as aussi tes livrables à rendre pour les gars, et que les rounds en fait ils se font vraiment sur plusieurs semaines quoi. Donc c'est vraiment des process qui peuvent minimum durer 3 semaines, 1 mois. D'accord. Donc c'est pour ça que ça peut être très usant, mais le message que je veux vraiment faire passer, c'est que année après année, même si ça marche pas, il faut continuer. Parce que c'est mathématique pour moi, plus on teste et plus on a de plus tu augmentes les chances de réaliser. Donc même si on se prend des refus à la chaîne, il faut vraiment faut pas se démotiver quoi. D'accord, donc en gros la persévérance a fini par payer. Ouais, c'est complètement ça a été ça. Juste 20 secondes avant qu'on reprenne l'épisode, je voulais vous dire merci pour vos commentaires et vos soutiens. Bientôt, la chaîne va atteindre 3000 abonnés et tout cela, c'est grâce à vous. Et donc, si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner car cela permet à un plus grand nombre de personnes de voir mes vidéos. Merci encore. D'accord. Et si on parle un peu de l'aspect process, comment tu t'es préparé pour le processus de recrutement dans les grands cabinets d'audit? Alors, je vais dire qu'il y a 2 choses. La préparation sur soi et la préparation sur le cabinet. La préparation sur soi, c'est classique. Être capable de parler de son parcours, être capable de parler de ses expériences, et surtout montrer comment est-ce que son parcours et ses expériences vont te servir pour le job pour lequel tu candidates. Maintenant, ce qui est un peu délicat dans les Big Four, en particulier, ou même dans les cabinets d'audit, c'est la préparation sur le cabinet en tant que tel. Moi, ce qui m'a posé problème, je vais vous raconter une histoire où j'étais à la Défense pour aller candidater pour un Big Four, où j'ai pas été pris. Donc en fait, j'arrive très sûr de moi, genre nouveau costume... Préparation. Parce que c'est important aussi. Bah oui, parce que le visuel compte aussi sur le fond. Donc voilà, genre nouveau costume, sûr de moi. C'était ma 2e année de candidature, donc j'avais déjà pris des refus. Mais je m'étais dit que cette fois-ci, je vais tout faire comme il fallait. J'ai passé des heures à me préparer sur le cabinet. Et puis, là, je me prépare du coup sur le cabinet. Et en me préparant, je pense faire bien. Je pense faire bien en listant un peu toutes les infos génériques qu'on trouve sur le cabinet. D'accord. Le cabinet fait tel milliard de chiffre d'affaires dans le monde. Le cabinet emploie tant de personnes. Le cabinet est présent dans tant de pays. Et du coup, quand le manager qui est en face de moi, qui est vraiment un profil ingénieur, me pose la question pourquoi nous et pas un autre cabinet, pas notre Big Four, bah, du coup, moi je lui réponds avec beaucoup d'aplomb tout ce que je sais. Je lui dis ouais, vous faites partie des meilleurs, vous faites 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, vous êtes présent dans 60 pays, etc. Et lui, il avait vraiment un esprit cartésien, il venait pas d'école de commerce, donc tout ce qui est bullshit, ça marche pas. Il me dit, mais c'est bien Dylan, mais finalement, tout ce que tu viens de me dire, est-ce que tu n'aurais pas pu le dire pour un concurrent? C'est ça. Tu vois. En gros, le vrai sujet, c'est être capable de comprendre comment est-ce que tel cabinet se distingue d'un concurrent. Et ça, c'est un truc qui m'a pris du temps à comprendre, que pour vraiment saisir cet aspect-là, se balader sur le site internet du cabinet, se balader sur Google Actualité, c'est pas suffisant. Le plus important, c'est d'avoir du courage et vraiment de contacter des personnes, donc des collaborateurs qui travaillent dans les cabinets. Comme ça, vous les avez par téléphone et vous leur posez des questions et ils vous diront beaucoup plus spontanément comment ce cabinet se distingue des concurrents.
D'accord. Et ça, c'est un truc que j'ai fait malheureusement très tard dans mes candidatures, mais c'est un truc que quand je l'ai fait, là tout de suite ça a fonctionné puisque j'ai eu des offres à Paris et aussi à Luxembourg. D'accord. Et ils te répondaient à chaque fois quand tu les contactais? Ouais, alors l'astuce, c'est de contacter des personnes de ton école. D'accord. Donc moi j'ai fait Neoma et j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'alumni qui sont dans des Big Four. Effectivement. Maintenant, si vous n'avez pas fait une école où il y a beaucoup de personnes, contactez quand même les gens et ils vous répondront parce que c'est un truc qui est un peu marrant parce que c'est aussi ce que je fais, mais c'est aussi le but de l'interview. Oui. Si on réfléchit bien, le sujet numéro 1 préféré des gens dans une discussion, c'est quoi pour toi? Ça dépend de quelle discussion, quel type de discussion. Toutes les discussions. C'est quoi le sujet que les gens préfèrent? Pour moi, c'est clair que les gens aiment bien parler de choix. D'accord. À part pour les personnes qui sont très, très introverties, mais pour la plupart des gens, quand tu les appelles et que tu leur poses des questions sur ce qu'ils font au quotidien 10 mois ou 11 mois sur 12, c'est s'ils ont du temps, donc bien sûr, il ne faut pas faire ça à n'importe quel moment, mais s'ils ont du temps, ils se feront plaisir de vous répondre. Et s'ils n'ont pas de temps, ils ne vous répondront pas. Dans tous les cas, envoyez au moins 4 messages sur LinkedIn à des gens pour un cabinet. Ouais. Et sur ces 4 personnes, moi j'avais un taux de réponse de 1 ou 2. Quoi. Ok. Et du coup, je faisais toujours en sorte d'avoir au moins une ou deux personnes à qui je pouvais poser toutes les questions. Et ça a vraiment changé la façon dont je réussissais mes entretiens parce que pour le coup, j'arrivais avec des infos que j'étais pas censé avoir. D'accord. Je connaissais les clients. Il y avait un cabinet pour lequel je connaissais, c'est un cabinet qui faisait pas que de l'audit du coup, mais je savais que l'audit était au 4e étage. Le cabinet comptait 6 étages, du coup je savais que l'audit était au 4e étage. Okay. Je connaissais le nom des outils qu'ils utilisaient. Je connaissais des noms un peu, des jargons que eux ils utilisaient et que les autres cabinets, donc les autres bigs n'utilisaient pas. Donc tu vois, c'était tous ces aspects-là qui font que quand on arrive en entretien, forcément les RH ou même les managers n'ont pas l'habitude d'avoir des gens aussi préparés et tout d'un coup en un claquement de doigts on arrive parmi les meilleurs candidats et on se démarque de manière naturelle. D'accord, mais c'est intéressant ça. C'est des bonnes astuces. Ça c'est un hack, c'est clairement un hack. Ok. Donc c'est aussi ce que je conseille à toutes les personnes qui candidatent. Et tu as parlé aussi de la partie technique. Ouais. Comment est-ce que tu l'as préparée celle-ci? Ce qui est particulier, c'est que j'ai l'impression que les managers n'ont pas vraiment de consignes par rapport à poser des questions techniques ou pas. Ok. Si je dis ça, c'est parce que j'ai eu des cabinets où je passais 1 heure d'entretien sans aucune question comptabilité, finance ou audit, et j'ai d'autres managers où c'était vraiment ça le sujet principal qui les intéressait. Moi, vu que j'ai fait beaucoup de comptabilité et beaucoup de finance, ça n'a pas été un sujet de me préparer pour ça. Je me suis rapidement préparé sur l'audit, mais j'ai pas vraiment accentué ma préparation. C'est juste qu'au fil des discussions que j'avais, même avec des personnes que je contactais, je comprenais vraiment ce qu'ils faisaient. Et du coup, ça a été naturel pour moi. Autre chose, moi, je ne conseille pas forcément de passer trop de temps à revoir tous les mécanismes comptables ou à revoir toute la méthodologie d'audit parce qu'en termes de préparation, on a peu de temps pour se préparer. Il faut vraiment cibler ses combats. Donc, il faut connaître les grandes lignes, mais ça sert à rien pour moi, en tout cas, de rentrer dans le détail des normes IFRS par exemple. Donc c'est pour ça que la préparation, la partie technique, pour moi c'est important, mais ça ne doit pas être le sujet numéro 1. Pour moi c'est plus l'aspect convaincre qu'on a vraiment envie de les rejoindre, et convaincre qu'on est bon, quoi. Donc c'est ça que je dirais plus ou moins dans les grandes lignes. D'accord. Oui, parce que, comme tu l'as dit, tu peux faire des entretiens, tu peux faire tout un process sans forcément qu'on te pose des questions techniques, parce qu'on se dit aussi, en général, dans les cabinets, quand tu arrives, tu seras formé. Voilà. Donc, si on t'a recruté, c'est qu'on est sûr que tu auras la capacité de pouvoir apprendre, comprendre les concepts et être opérationnel. Quoi. Complètement, parce que la preuve en est que l'une des formations stars en cabinet, que les cabinets essaient d'assurer le plus, c'est les ingénieurs. Ouais, c'est ça. Les ingénieurs n'ont pas forcément de background ou de bagage financier. Et pourtant, donc tous les deux on est seniors et on voit que, pour ma part, j'ai eu des bonnes expériences, des très bonnes expériences, avec des stagiaires ou des juniors qui étaient ingénieurs, parce que du coup ils ont un esprit qui est très carré, et quand tu leur dis de faire une tâche, tu sais qu'elle sera faite dans tous les cas, et s'ils la comprennent pas, ils te posent des questions. Donc moi, en tout cas en tant que senior, ce qui m'importe pour un nouvel arrivant, c'est pas qu'il maîtrise sur le bout des doigts des écritures comptables, mais c'est plus que j'observe qu'il a une capacité de progresser qui est importante. D'accord. Et si on veut parler un peu d'une journée classique type en audit, ce serait quoi pour toi une journée type en audit? Alors moi je vais vous donner une réponse qui n'est pas forcément la mienne, dans le sens où moi je suis senior et peut-être que ce qui va vous intéresser vous, c'est une journée typique d'un stagiaire ou d'un junior. Donc un stagiaire ou un junior, quand il va arriver le matin, en fait il va devoir comprendre quelle va être sa priorité. Bon, moi c'est une astuce personnelle, mais en gros j'avais vu une interview d'Elon Musk où il disait que lui, le matin quand il arrivait,
En fait, il segmentait sa journée en différents créneaux. Lui, c'est un maniaque, hein, donc il segmentait en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tu vois. Moi, ce que je conseille de faire, c'est en 30 minutes, 1 heure. Donc moi, dès que j'arrive le matin, même quand j'étais stagiaire ou junior, la chose que j'arrive, c'est que j'ouvre l'application To-Do et je segmente ma journée en 1 heure ou 2 heures. Je me dis, telle heure, il faut que je fasse ça, telle heure, il faut que je fasse ci. Et concrètement, les tâches qu'on doit faire, ça dépend donc des différents travaux qu'on effectue sur un dossier. On prend les comptes de l'entreprise, on les divise en une dizaine de rubriques et on décide de faire des tests sur chacune des rubriques. Donc quand on arrive le matin, le but ça va être de savoir quel combat on va devoir mener, quelle rubrique des états financiers on va devoir auditer et d'avancer comme ça, quoi. Il y a vraiment un aspect organisationnel qui est hyper important en audit puisque on a peu de temps pour faire beaucoup de choses et c'est important de comprendre quels sont les goulots d'étranglement, qu'est-ce qui doit être fait en priorité pour ne pas être bloqué dans 1 ou 2 jours. Concrètement, si par exemple on oublie de demander un document qui nous permet de faire une sélection, on va être pris au piège tôt ou tard, quoi. Donc, pour moi l'organisation elle est vraiment importante et la journée typique maintenant, ça c'est pour la partie junior stagiaire. Pour un senior maintenant actuellement, moi c'est un peu similaire, sauf que quand j'arrive le matin, c'est pas forcément mon travail que je vais devoir analyser. Je vais plus devoir avoir une vision globale sur le job, me demander où est-ce qu'on en est, quelles sont les priorités de la journée pour les gens qui travaillent avec moi, et comment est-ce que je vais faire pour les suivre au quotidien, quoi. Mais il y a tellement de choses différentes à faire que c'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir les journées se ressemblent pas. Les journées se ressemblent pas forcément tous les jours. Ouais. D'accord. On dit souvent que les auditeurs ont une charge de travail très très élevée, très élevée sur l'audit, enfin sur l'année. Et toi, quel est ton avis par rapport à cette question? Mon avis, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ok. C'est-à-dire que l'audit, c'est forcément un métier qui est plus exigeant. On va faire plus d'heures que par exemple si vous travaillez en contrôle de gestion, en assistant en contrôle de gestion et que vous finissez à 18h. C'est un peu un cliché, mais en audit, c'est clair qu'on ne finit pas tous les jours à 17 ou 18h. On n'est pas vraiment 35 heures du tout, loin de là. Maintenant, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se méprennent et qui pensent qu'on finit tous les jours à 22h, 23h, donc ils sont à l'autre extrême de l'opinion, et eux, ils ont aussi tort. Il y a des périodes qui sont plus chaudes que d'autres, on peut le reporter et s'organiser pour le faire plus tard dans la semaine. D'accord. Donc moi, le conseil numéro 1 que j'ai à donner pour ne pas être trop sous l'eau, c'est d'être toujours dans la logique de négocier quand vous voyez qu'on vous en demande trop. Pas forcément dire non, je le fais pas, mais dire si je le fais, alors ça passera après. Est-ce que ça te va ou pas? Et quand on présente des choses comme ça, forcément, la personne qui est en face de nous, elle n'a pas d'autre choix que de réfléchir à vraiment ce qui est important pour elle aujourd'hui. D'accord. Je sais pas comment toi tu le sens. Donc en gros, pour toi, ce serait ça va gérer ses urgences et ses priorités et aussi être bien organisé. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, l'organisation, pour moi, c'est le plus important. Sans ça, en fait, on peut se retrouver à passer des saisons horribles. Et tu vois, comme moi, des personnes partir en fumée dans des bigs, pas que dans des bigs, je suis passé par plein de cabinets, donc j'en ai vu plein, des personnes vraiment qui se sont fait... qui ont été un peu au bout du rouleau et partir en dépression, partir en burn. Ça, j'en ai vu aussi beaucoup. Et moi, ça m'a fait comprendre que... En fait, j'ai réalisé que ces personnes-là, quand elles quittent le cabinet, toutes les heures qu'elles ont passées, c'était laissé derrière elles ad vitam aeternam. En fait, les heures qu'on passe, c'est pas pour nous, c'est pour le cabinet. Donc c'est pour ça que c'est important pour soi et même pour le cabinet, parce qu'eux, ils veulent qu'on reste sur le long terme. Et pour qu'on reste sur le long terme, il faut qu'on ait une motivation constante. Il ne faut pas qu'on se retrouve sous l'eau à chaque saison. Tout le temps. Non, c'est sûr que si chaque année tu es sous l'eau, tu vas penser à partir, quoi. Ouais, c'est pour ça que pour moi, c'est un échange de bons procédés, à la fois pour le collaborateur, mais aussi pour le cabinet, de faire attention à ça. D'accord. Mais vraiment, mon message numéro 1, c'est pour moi, on est vraiment responsable en fait de... Je sais que c'est pas forcément tout le monde ne sera pas du même avis, mais pour moi, on est vraiment responsable et qu'on a le choix de ce qu'on fait. Si au jour, je sais pas, il est 20h, tu te dis t'en as marre, t'as un truc à faire après, et que tu te lèves, tu te dis vas-y, je vais partir parce que voilà, j'en peux plus, personne va te bloquer physiquement au bureau. C'est sûr. Tu as le choix, même si tu es un peu contraint par la pression sociale, tu as quand même le choix. D'accord. Comment tu l'as vécu, toi? Qu'est-ce que tu en penses au niveau des horaires? Non, en fait, concernant les horaires, pour moi, je dirais que il y a deux choses. Il y a deux choses, tu peux être bien organisé, ça va gérer les priorités, mais si par exemple au-dessus de toi, pareil, tu as des managers ou des senior managers qui n'arrivent pas, eux, à bien gérer les priorités,
à la fin, tout le monde paye les pots cassés. Ouais. Voilà. Parce que si vous devez signer les comptes dans 2 jours et qu'il y a encore du taf qui n'est pas fait et qu'on découvre que ça n'a pas été fait, tout le monde prend cher. Ouais. Voilà, donc c'est un peu aléatoire. Si tu as la chance de tomber dans une bonne équipe avec des gens qui savent gérer les priorités, c'est très bien. Après, ce que tu peux faire pour pouvoir t'assurer que toute l'équipe avance dans le même sens, même si tu es junior, même si tu es senior débutant, il faut savoir aussi relancer, mettre la pression sur le top management, enfin, sur les membres. Aussi, hein. Ouais, sur le client aussi. Sur le client aussi, mais plus sur tes supérieurs directs. Parce qu'une fois que tu fais ça, ils se diront il faut qu'ils réagissent, faut que ça avance. Il y a le junior qui depuis me relance sur le sujet. Il faut que je prenne ça vraiment. Tu vois, c'est intéressant ce que tu disais par rapport au fait que quand tu as des choses à signer, parfois tu vas te retrouver à finir tard, etc. Et pour moi, c'est là où est le petit trick mental et là où les gens se sont piégés, c'est que finalement, tu es d'accord avec moi qu'on n'est pas tous les jours en signature. Non. Tu vois. Non, c'est sûr. Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que certes, il y a des jours, il y a des deadlines qui sont impératives, et c'est aussi de notre responsabilité de savoir que ce qu'on fait, c'est important pour les gens qui sont au-dessus, donc pour l'entreprise, etc., et qu'on doit respecter les deadlines. Mais par contre, ça, c'est de l'exceptionnel. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut distinguer les périodes. Oui, c'est ça. Je pense que c'est où tu peux vraiment beaucoup plus maîtriser ta journée. Oui, en fait, c'est important de revenir sur les périodes parce qu'en audit, on a plusieurs périodes. Et en général, c'est dans les phases de clôture de compte, donc entre pour les sociétés qui clôturent leur compte au 31 décembre, donc c'est plus dans les mois de janvier à avril, il y a beaucoup de phases de rush où il faut clôturer les comptes. Donc c'est dans cette période-là que les auditeurs sont amenés à travailler beaucoup plus. Mais bien avant, donc de septembre jusqu'à décembre, on va dire que vous pouvez finir dans des horaires raisonnables. Sauf si vous faites de l'audit décalé. C'est ça, c'est ce que tu dis, c'est les délais, c'est vraiment quand tu dois signer les comptes, mais tu as aussi les différentes... des boîtes qui font des arrêtés, comme on appelle des hard close ou de l'intérim. Parfois, au cours de l'année, par exemple en juin, on va avoir des deadlines. Des semestriels. Des semestriels, ce genre de choses. Mais vraiment, le message, c'est ça, c'est que ça, c'est vraiment de l'exceptionnel. Ça représente 10% peut-être de notre quotidien. Et c'est pour ça que pour moi, ces 10%-là, on va tous les subir. Mais par contre, les 90% qui restent, on a la maîtrise dessus. Pas à 100%, mais on a quand même une bonne maîtrise dessus. Oui, et puis je reviens sur l'organisation parce que, comme je le dis, on a plusieurs phases dans l'audit. Donc, on a la revue de process, on a la revue du contrôle interne souvent, avant de passer à l'audit des états financiers. Et si par exemple tout au long de ces phases, si vous n'avez pas été très organisé, vous n'avez pas finalisé vos revues de process, c'est des choses qui se payent à la fin de l'audit, parce que avant de finaliser un dossier, on doit s'assurer que tous les travaux sont faits. Donc si vous n'avez pas été organisé tout au long de la mission, là, c'est sûr que je pense que même 2 heures, ça ne va pas être suffisant. 2 heures du matin. Voilà. On a tous des histoires un peu particulières. D'accord. Donc parlons des choses un peu joyeuses. Depuis que tu es dans les Big Four, quels sont les points positifs que tu retiens? Et quelles sont les choses qui t'ont impressionné et que tu apprécies beaucoup? Alors moi ça va être tranchant. Ce qui m'intéresse et les qualités les points positifs que je ressors de l'audit, c'est que moi je suis quelqu'un qui est hyper intéressé par tous les aspects politiques en fait qu'on a au travail, tu vois. Parce que pour moi la technique c'est comme un passeport, donc la technique comptable, la technique d'audit c'est nécessaire pour progresser, mais c'est pas ce qui va nous faire aller le plus loin possible. Pour moi il faut vraiment comprendre qu'on a un rôle politique au sein d'un cabinet, au sein d'une entreprise. Et moi j'adore jouer avec ça, parce que je me dis que dans le futur, vu que j'ai des projets aussi plus business, c'est ce qui va vraiment m'être utile. Donc moi c'est cet aspect un peu politico-commercial que j'aime le plus et qui est beaucoup plus fort en Big Four qu'ailleurs. D'accord. Et concrètement ça donne quoi? C'est quoi? Quand je parle de politique, pour moi la politique c'est un peu le pouvoir, et le pouvoir c'est la capacité à faire en sorte que des décisions vont dans notre sens. Et pour ça il faut avoir des relations fortes avec le maximum de personnes. Donc concrètement, si toi tu as un objectif professionnel qui est par exemple, je sais pas, de faire des jobs aux US, la politique ça va être justement de parler aux bonnes personnes pour que ce soit possible, que toi tu y ailles et que tu sois planifié dessus. Tu as un job
où tu as besoin de 5 personnes, mais par contre on te dit que finalement il n'y en a que 3. Donc il va falloir que tu te battes avec le planning du cabinet pour avoir les personnes qui sont manquantes. Donc ça aussi c'est de la communication, tu vas devoir gérer ça, tu vas devoir convaincre et faire comprendre à quel point c'est important pour ton job d'en avoir deux personnes supplémentaires. Ça aussi c'est de la politique. Et ça pour moi c'est important parce que finalement c'est ce qui compte le plus. La technique pour moi ça va pas nous amener si loin que ça, quoi. C'est hyper important de bien faire de l'audit financier, mais ça la majorité des gens savent le faire en cabinet parce qu'on baigne tous dedans, mais pour moi ce qui fait la différence c'est ça. D'accord, L'aspect commercial, ça se développe aussi avec le temps. Donc, en fait, ce que j'aime beaucoup en Big Four, c'est le fait que vous êtes très vite responsabilisé. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans des métiers classiques. Et le fait de gagner en responsabilité, ça vous pousse à vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire, ça change votre regard par rapport à certaines tâches, certains travaux. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et ça vous donne aussi du recul par rapport aux travaux que vous faites, puisque vous devez revoir le travail des gens, le travail des personnes avec qui vous êtes amené à collaborer. Donc, ça vous fait grandir d'une certaine manière. Donc, ça j'ai beaucoup apprécié ça. Et après, il y a quoi d'autre? Il y a le fait que plus vous évoluez dans la structure dans laquelle vous êtes, plus vous êtes amené à intervenir dans les projets internes, on va dire. Et les Big Four, ils ont plein de projets internes. Et si vous êtes quelqu'un qui est passionné par l'intrapreneuriat, par exemple, ça peut être très intéressant. Donc moi, par exemple, j'interviens dans le process du concours d'entrepreneurs du Big Four dans lequel je suis. Et donc c'est quelque chose qui me passionne. Je rencontre j'ai eu l'occasion de rencontrer des fondateurs, donc c'est très intéressant. Et il y a aussi l'aspect process de recrutement. Voilà. T'es aussi impliqué? Ça m'intéresse. Je pense que je vais m'impliquer cette année un peu plus. Voilà. Et voilà, il y a plein de choses en interne que vous pouvez faire et la formation aussi, mais qui peuvent vous faire plaisir au-delà du travail en lui-même. Voilà. En général, en plus quand vous avez le temps, bien sûr. Complètement. C'est ça qui est intéressant, dans les grandes structures comme ça, finalement, tu choisis, tu fais un peu ta carrière à la carte, quoi. Personne n'a la même carrière. Quand tu arrives, souvent, c'est juste, tu es concentré sur l'audit, quand tu es junior ou stagiaire, mais par contre, quand tu commences à grimper petit à petit, tu ajoutes ce décor à ton arc, et tu peux faire un peu de tout, quoi. Moi, pareil, semaine prochaine, je vais pour la première fois faire une formation pendant une semaine de stagiaires qui vont arriver... qui vont arriver le 1er juin pour rester pendant 6 mois, quoi. Et ça c'est aussi intéressant. Donc la compétence c'est pas que être capable de faire des mémos Excel, c'est aussi faire des choses un peu annexes. Et je pense que c'est ça qui attire les personnes qui veulent débaucher des anciens auditeurs. Parce qu'on développe plein de compétences. Pour moi le plus important c'est vraiment l'aspect communication politique qu'on développe très fort. Quand je parle à des gens parfois sur les réseaux qui me posent des questions sur l'audit, ils sont étonnés par exemple de savoir que quand tu es stagiaire, tu te déplaces aussi avec l'équipe chez le client. Ils sont étonnés de savoir que les inventaires, que tu vas les faire seul. C'est à toi de louer ta voiture, d'organiser ton départ en train, en avion, d'aller chez le client, de compter, d'organiser un peu l'inventaire. Donc c'est aussi ça. En fait, tu es responsabilisé hyper vite et hyper tôt, hyper jeune pour le coup. D'accord. Ok. Et très intéressant tout ça. Et si on parlait du salaire? Quels sont les salaires chez les Big Four Parce que ça, c'est une question qui m'est revenue quand j'ai posé à la communauté. On veut savoir quels sont les salaires d'entrée chez les Big Four. Qu'est-ce que tu dirais? En fait, les Big Four, ils ont une politique où, justement, en fait, ils vont mettre des salaires en fonction des grilles des écoles. Donc, plus vous avez une école qui sera cotée, on va dire, qui sera classée, plus vous aurez un salaire qui sera important. Donc typiquement, toi tu as fait HEC, donc tu vas être la grille qu'on appelle donc, le groupe numéro A, le numéro 1, où vous allez avoir les salaires les plus élevés, mais par contre si tu viens d'une école qui est un peu moins bien classée, forcément tu auras un salaire qui sera diminué en conséquence. Maintenant, si on met de côté un peu les extrêmes et qu'on regarde en médiane plus ou moins combien est-ce que les gens touchent, on peut donner facilement, avec l'augmentation de l'inflation et des salaires qu'on a eu ces 2 dernières années en France, on peut dire que le salaire va être généralement entre 38 000 euros et 42 000 euros. Quoi. Ok, d'accord. Pour la plupart des gens, ça peut être un peu moins, un peu plus, mais moi c'est ce que j'ai observé. Et pour les salaires des seniors débutants? Ouais, en fait, il y a une politique où en gros on va prendre plus ou moins entre 10, 15 voire 20% par an, et du coup en fonction de
du grade, de l'école que vous avez et du salaire auquel vous rentrez, vous aurez une progression du coup de 10 ou 15% x2 pour arriver jusqu'au grade de senior. D'accord. Donc la politique en général, c'est que l'idée, c'est vrai que tout le monde rentre pas forcément au même niveau, mais in fine, sur le temps, les salaires ont tendance à se rejoindre pour des postes à partir du manager, senior manager. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'il faut aussi, la plupart des gens qui viennent en audit veulent pas devenir pas forcément partenaire en audit. Donc ils pensent aussi à savoir ce qu'ils vont faire après. Et il y a une discussion qu'on a souvent entre nous, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut partir, quoi. Parce qu'il y a des moments où on est tellement bien payé, surtout en tant que manager et voire au-delà, qu'on devient trop cher finalement pour les corpos, donc la corpo, donc les entreprises. Et donc il faut vraiment avoir ça en tête, pas forcément partir juste à cause de ça, mais juste garder ça en tête, parce que ça peut impacter votre exit, comme on dit. Ok, donc très intéressant tout ça. Et tu as parlé du fait que les auditeurs, quand ils deviennent manager ou senior manager, ils coûtent très cher sur le marché. Donc je vais rebondir dessus pour savoir en fait quels sont selon toi les débouchés après une carrière en audit. Alors les 3 débouchés qu'on retrouve le plus souvent, c'est la débouchée que j'appelle corpo direction financière, où vous allez du coup intégrer le parcours de la direction financière en entreprise. Donc la direction financière, en quelques mots, on commence en tant qu'assistant contrôleur de gestion, puis contrôleur de gestion, puis RAF, donc responsable financier, puis ensuite DAF, donc directeur financier. La deuxième débouchée qu'on voit le plus souvent, c'est des gens qui vont aller en tout ce qui est contrôle interne, toujours en corpo, mais plus faire de la revue de processus. Et la troisième débouchée que je vois aussi beaucoup, c'est des personnes qui continuent dans le domaine du conseil des cabinets, qui vont par exemple faire du TS, qui vont faire du M&A, qui vont faire du conseil financier un peu plus général. Donc ça, c'est les 3 grosses débouchées qu'on retrouve le plus souvent. D'accord. Après, il y a quelques débouchés un peu particuliers. Il y en a des anciens auditeurs qui deviennent entrepreneurs et qui lancent leur boîte parce que au cours de leurs années, ils ont eu l'occasion de travailler dans plusieurs secteurs, donc ils se disent qu'ils sont suffisamment armés pour se lancer aussi chez les marchés d'entrepreneuriat. C'est pour ça que c'est une carrière qui intéresse beaucoup de personnes et qui est très attirante aussi pour les jeunes. Et le message que j'aimerais bien leur faire passer aussi, pour les personnes qui ont l'ambition de faire de l'audit et qui hésitent un peu, qui se demandent si elles ne seront pas au niveau, il faut vraiment comprendre que tout ce qu'on a dit, toutes les qualités qu'on a développées, c'est pas forcément des qualités qui sont innées, et c'est vraiment des choses qu'on acquiert avec le temps. Donc on ne va pas attendre de vous que vous soyez un top auditeur dès que vous arrivez en cabinet en stage ou en junior. On va vraiment vous laisser progresser au fil des années. Et c'est comme ça qu'in fine, vous allez vraiment être carré, être structuré, bien parler, bien communiquer, bien comprendre les enjeux politiques. Donc il ne faut vraiment pas se censurer par rapport à ça. Malheureusement, dans mon parcours, BTS, etc., terminal STMG, j'ai vu beaucoup de personnes s'auto-censurer, j'en ai fait partie. J'ai eu la chance du coup d'avoir une personne qui m'a permis de briser mes barrières en termes de ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Mais par contre, c'est important pour les gens qui veulent aussi s'élever et aller vers ça, de comprendre que aussi c'est faisable pour eux. Et qu'ils soient timides ou qu'ils estiment avoir des défauts qui les empêcheront de réussir, en fait c'est faux. Vous allez progresser avec le temps, quoi. C'est aussi le sens de l'accompagnement que j'ai sur Quantafine. C'est pas que leur faire comprendre qu'ils peuvent réussir les entretiens, mais c'est au-delà de ça, leur donner confiance en leur capacité à décrocher ce genre de job déjà et aussi réussir au fil des années. D'accord, mais bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Quantafine, tu peux nous dire ce que c'est Quantafine? Quantafine, c'est que c'est né après ces 4 années à candidater. Donc au bout d'un moment, j'ai été rodé par les entretiens, donc j'en ai tellement bouffé que finalement j'avais beaucoup de choses que j'ai apprises sur moi pour me permettre au fil du temps de réussir mes entretiens. Donc après ces 4 années de frustration, de process interminables, j'ai décidé de créer Quantafine justement pour apprendre aux personnes qui sont dans le même cas que moi comment réussir à décrocher efficacement des contrats, principalement dans des cabinets d'audit bien classés. D'accord. Donc c'est ça que je fais et concrètement ça commence souvent par une revue de CV. Donc j'ai un site quantafine.com où les personnes déposent leur CV, donc ils le déposent et on fait une revue gratuite, donc je les appelle, ils accompagnent LinkedIn. Et ensuite on échange sur leur candidature, donc qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi, je leur donne des infos sur l'audit, donc souvent les gens ne comprennent pas exactement ce qu'on fait concrètement, tu vois. Ils ont plein de questions sur comment ça se déroule sur les salaires, etc. Donc ça je les aide aussi à ce niveau-là. Et surtout la première partie que je préfère moi c'est les aider pour réussir les entretiens.
En gros, être capable de créer un storytelling autour de sa personne. Par exemple, il y a des gens qui ont fait beaucoup de comptabilité dans leur parcours. Et ils se demandent comment est-ce que je vais pouvoir répondre à la question pourquoi vous souhaitez nous rejoindre maintenant en audit financier alors que vous avez un parcours comptable, pourquoi vous ne restez pas à votre place quoi. Et ils ne comprennent pas qu'avec le storytelling et avec la force des mots, on peut vraiment tourner une situation à son avantage. Parce que concrètement, en audit, ce qu'on fait, c'est qu'on revoit le travail des comptables. Les comptables font les comptes, les comptables font leur saisie quotidienne, et ils aboutissent in fine aux états financiers, compte résultat, bilan et annexe. Et ce qui est intéressant de dire, pour une personne qui a fait beaucoup de comptabilité, c'est de dire que la comptabilité, leur expérience en comptabilité plutôt, leur ont permis de comprendre comment on aboutit aux états financiers, qu'on va soi-même revoir en tant qu'auditeur. Et que du coup, pour eux, c'était important de maîtriser ça pour avoir une vision beaucoup plus large du travail d'auditeur financier. Donc en fait, tout ce travail de storytelling, pour moi, c'est le plus intéressant. Parce que j'ai compris qu'on peut tourner vraiment chacune de ces activités à son avantage. Tu as été capitaine dans un club de foot, qu'est-ce que ça t'a apporté pour l'audit? Du coup, tu as appris à gérer des hommes, tu as appris à comprendre qu'on ne peut pas y arriver tout seul et qu'il faut s'appuyer aussi sur les gens avec qui on travaille. Tu as compris à collaborer. Enfin, il y a tout qu'on peut mettre en avant pour ces candidatures. Donc, moi, je trouve ça passionnant en fait, à ce niveau-là aussi. Ok. C'est vraiment passionnant de faire ça au quotidien. D'accord. Et quand tu as fait, il a combien d'années aujourd'hui? Là, ça fait presque 2 ans. Presque 2 ans. 1 an et demi, ouais. En fait, ça a le même nombre de temps que mon expérience en bouffeur. Donc, c'est vraiment. Je crois que j'ai été pris en mai, juin. Oui. C'était un relâchement pas possible parce que j'en avais bouffé, j'en avais marre. Mais je m'étais laissé encore 2 ans d'acharnement avant de me dire ok, bon, je vais faire autre chose, je vais pas faire un mix, c'est pas grave. Mais j'ai été pris. Et après, en juin, j'ai commencé à donner des conseils. Au début, je le faisais gratuitement pour aiguiser un peu mon couteau. Et quand j'ai vu que ça marchait, que des gens réussissaient à être recrutés, j'ai commencé du coup à structurer un peu plus la chose. Et maintenant, ça continue d'aider beaucoup plus de personnes. D'accord. Notamment la chaîne YouTube que j'ai, elle a commencé à... Enfin, c'est un truc que j'ai créé il y a moins de 1 an maintenant. Et je vois que ça aide beaucoup de personnes. Okay. On m'en parle beaucoup. D'accord. Et la chaîne, c'est Quanta Fine aussi. D-Line Quanta Fine. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez voir d'autres entretiens aussi intéressants que celui-ci, je vous invite à cliquer sur la vidéo pour voir l'entretien que j'ai fait avec Raouf Lemouchi, qui est diplômé d'HEC et consultant indépendant dans un secteur de niche qui est le growth hacking. C'était Demel Dido. Salut!